Durant la Seconde Guerre mondiale, la déportation pouvait être de nature politique, notamment avec les syndicalistes ou les résistants. En Loire-Inférieure, les déportés politiques, c'est-à-dire les résistants et opposants aux nazis et au régime de Vichy, étaient au nombre de 851, dont 621 morts en déportation. De plus, on peut retrouver les déportés de persécution, c'est-à-dire les juifs ou les tziganes, qui ont été déportés pour ce qu'ils sont. En Loire-Inférieure, 236 personnes d'origine juive ont été déportées. Mais les victimes qui ont pu revenir à Saint-Nazaire se sont retrouvées dans un environnement bombardé, complètement détruit. Les déportés de la région nazérienne ont eu du mal à retourner chez eux, de par le fait que d'août 1944 à mai 1945, Saint-Nazaire se trouve dans une poche où près de 130 000 civils et 30 000 soldats allemands sont enfermés. Les déportés vécurent leur retour de déportation différemment pour chacun. Pour les camps libérés par les forces alliées, le rapatriement des rescapés est effectué par camion, train ou avion. On arrivait quand même par wagon complet. Parce que j'étais la plus jeune du convoi, là. J'étais déportée à 18 ans, moi. Ce sont surtout les déportés politiques qui rentrent car la plupart des déportés de persécution sont morts dans les camps d'extermination. Les revenants sont alors souvent englobés dans le terme des absents, où leur condition de déporté n'est pas reconnue et mélangée à celle des prisonniers de guerre ou requis du STO. Ce retour se fait non sans difficulté, malgré la présence de la Croix-Rouge, les survivants étant très affaiblis ou malades. Plusieurs camps ne sont pas libérés par les Alliés car les tortionnaires nazis ont évacué les camps quelques jours plus tôt et organisent des marches forcées. C'est ce que les victimes ont nommé les marches de la mort. Celles-ci se sont déroulées de façon atroce, où les SS maltraitaient, frappaient les plus affaiblis et tuaient sans scrupule ceux qui ne pouvaient plus marcher. Ils abattirent des centaines de prisonniers, sans compter les victimes mortes de froid, de faim ou d'épuisement. Je suis née le 8 mai. Le 8 mai. Le 8 mai. Le commandant du camp a annoncé au camp la porte du camp est ouverte, vous pouvez partir. Dans un français moitié allemand, tu vois, la porte du camp est ouverte. Alors on ne s'est pas fait répéter 2 fois. Hein. Le peu de trucs qu'on avait sur le chalit, on a tout mis dans des sacs ou je ne sais pas dans quoi. Moi j'ai été libérée par les Russes à Dresde. Et le souvenir que j'ai de cette journée, c'est les chars soviétiques qui passaient au bout de la rue là, de Dresde. Il y avait du lilas partout. Il y avait du lilas. Ils nous jetaient du lilas comme ça, mais ils nous faisaient au revoir. Ils ne s'occupaient pas de nous. Ils allaient continuer à exterminer le fascisme. On les voyait, on était contents. On se disait, chouette, c'est bon, mais c'était pas la fin de notre misère. Parce qu'on est resté sur les routes longtemps. Et on a marché pendant 7 jours. Ah ben oui, on a été libérés le 8 mai, on est rentré que le 27 mai. Il y a eu des morts, il y a eu plein de choses, quoi. Mais il y a eu aussi quelque chose qui à mon avis, a aidé à ce qu'on rentre, c'est qu'il y avait des prisonniers de guerre sur les routes et qui ont été pour nous des soutiens, quoi. Alors, je suis donc allée jusqu'à Dresde, et puis comme Dresde avait été beaucoup bombardée, rasée, il n'y avait plus rien de Dresde, hein, vraiment, c'était que des tas de cailloux, donc on ne savait pas où aller, on n'avait rien à faire dans cette ville qui est pleine de cailloux et de feu, donc on a tourné le dos à Dresde, on s'est dit, on va aller par une autre rue, donc on n'a pas pris les grandes artères, on a marché dans les petits chemins, dans les champs. On a trouvé des prisonniers de guerre, là, qui travaillaient dans les fermes. Et là, alors on était sur cette route, on avait laissé les prisonniers de guerre là. Ils nous avaient quand même donné
la route pour aller à Erfurt, qui était une plateforme de rapatriement. Et puis on a continué notre route, toujours par les petites routes, pas les grandes routes, parce qu'on avait peur, les Allemands n'étaient pas encore complètement morts, hein, le 1er mai, même le 8 ou le 10 mai, là. Il y avait encore des Allemands en vélo qui passaient la Wehrmacht. Donc on ne prenait pas les grandes routes, on prenait les petites. Et en face de nous, un jour, il faisait à peine jour, on était de bonne heure, partis ce matin-là. Il y a une voiture avec un sidecar à l'époque. Et c'était un envoyé du ministère français de la Libération, c'est-à-dire de Gaulle. Et il nous a expliqué que toute la zone autour d'Erfurt était divisée en une zone anglaise, une zone américaine, une zone russe, une zone française. Et on était du bon côté. C'était bien, on était du bon côté. Alors il nous a dit, je vais prévenir, je vais aller chercher un camion, on était 9, 10, on va vous ramener à Erfurt et vous prendrez un avion pour rentrer en France. Chouette, on s'était dit chouette, hein. Malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça. Il a fait venir un camion, c'était un camion anglais. On a fait 2 kilomètres, le camion s'est arrêté. Plus moyen de repartir. Donc on est descendu du camion, ouais, on va rester dans le camion. Hein. Et puis on a traîné un peu à pied dans les champs, on a fait un petit peu n'importe quoi. Et puis au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, il est arrivé un mécano qui a réparé le camion, on est reparti pour aller à l'aéroport. Et quand on est arrivé à l'aéroport, il y avait un avion par jour, hein. Un avion par jour qui était réservé aux déportés. Et bien l'avion, il était parti, il était en l'air, on l'a vu, et nous, on était en bas, dans le camion. Alors bon, c'était catastrophe, quoi, parce que on savait qu'on allait être rapatriés en France. On était super contentes. Et les copines elles disaient, demain on est chez nous, demain. Oui, ben pas demain, non. Et comme on était sur l'aéroport, avec rien, on n'avait toujours pas de vêtements, on n'avait rien. On était avec notre tenue rayée pleine de poux, là. Hein? Alors, il y a un type qui est venu sur l'aéroport, là, et puis qui nous a fait descendre du camion, qui a parlé français couramment. Il nous a dit, on s'est occupé de vous, on a trouvé un pensionnat où il n'y a plus d'élèves dedans, on va vous faire des lits, vous allez dormir à Erfurt. Et puis il y a un officier français qui est venu, qui m'a dit, on a prévu un train, vous rentrez demain matin. En train, pas en avion. Hein. On est monté dans un train où ils avaient enlevé les sièges, on avait des sièges, on n'avait qu'un siège, quoi. Vous voyez, on pouvait s'allonger. Donc on est rentré d'Erfurt à Paris en train. C'était pas coton. Mais bon. Alors il y avait des prisonniers de guerre aussi. Alors ils savaient qu'on était des femmes, tu vois, on n'était pas nombreuses. Ils faisaient la queue à la porte du wagon. Vous étiez où? Tu faisais quoi? Nanana. À un moment, bon, on a dit on veut bien dormir, hein, attendez. Parce que il nous posait des questions sans arrêt. Il y avait des prisonniers de guerre qui n'avaient jamais vu de déportés. Et pourquoi, et comment, et où t'étais, où t'habitais, et voilà. Voilà, alors on passait 1 heure ou 2 à discuter avec les prisonniers de guerre qui rentraient, là. Et puis, et la première chose qu'on leur a demandé, c'est, il y a encore des tickets pour manger en France? C'était pas une obsession, c'était vital. On pensait qu'on allait manger en France en arrivant, et puis voilà, quoi. Alors les petits soldats, ils ont paru quand même, ils ont dit, mais elles sont pour bien, hein. Il y a encore des tickets de restaurant, est-ce qu'il y en a beaucoup? Plein de questions sur la bouffe. Voilà. Lors de leur arrivée en France, les déportés sont dirigés vers des centres d'accueil ou à l'hôtel Lutetia.
C'est dans cet hôtel de Paris que la plupart des déportés sont hébergés dans des chambres, sont nourris, bénéficient de nouveaux vêtements et reçoivent un contrôle médical. C'est également dans ce lieu que des listes et des photographies de disparus sont affichées. Les déportés de province étaient prévenus des horaires de train pour rentrer chez eux. Dans les gares, les premiers convois sont accueillis dans la joie, mais au fur et à mesure, la population voyant ces déportés amaigris, l'effervescence retombe pour laisser place à du désintérêt. À Saint-Nazaire, la gare est hors service et la ville est à 80% détruite. Les familles se sont donc installées ailleurs. Parfois, les familles attendent sur le quai. Par exemple, M. Gravouille va rejoindre sa famille, alors domiciliée à Guinrouette. Le 26 mai 1945. Et je suis allée directement au Lutetia, forcément, comme la plupart des jeunes et des femmes qui n'étaient pas de Paris. Et à cet hôtel Lutetia, il y avait ce que je vous ai dit, police, médecins. Il y a des haies de gens qui sont protégés par des barrières. Et les gens ont la plupart du temps des photos dans la main. Alors, c'était des papas, des mamans. Alors, il y avait du monde, quoi. Les Parisiennes de côté, celles qui étaient dans la banlieue de Paris aussi, et puis celles qui ne voulaient pas rentrer chez elles parce que il y en avait, toute la famille avait été arrêtée, elles n'avaient plus de foyer, elles n'avaient plus rien. Après, vous êtes allé voir les médecins? Hein? Quand on était dans l'hôtel, c'était obligatoire. Hein. Ben, heureusement, parce qu'on pouvait avoir des maladies beaucoup plus graves. On pouvait avoir des microbes qu'on aurait pu... Donc, médecin. Et moi, je suis rentrée, j'étais dans la chambre directement, puisque j'étais hyper pas bien. Alors, je suis restée à Paris, j'ai dû rester 5 jours. Il fallait qu'on rentre dans nos départements respectifs, tu vois. C'était trop compliqué pour tout faire à Paris, donc on nous a dit d'aller au COSOR. Alors, c'était des gens volontaires qui s'étaient organisés par la ville de Nantes, et ils nous réceptionnaient en sortant du train, et ils nous emmenaient là, et ils avaient fait des petits repas ou des petits toasts, je ne sais pas trop. Je ne suis pas allée, moi, là. Hein. Quand je suis rentrée d'Allemagne, moi, je suis arrivée sur une civière à la gare de Nantes, avec une perce dans le bras. Alors, on m'a descendu du wagon, et il y avait l'ambulance qui était sur le quai, qui m'attendait, et j'avais mon papa, qui était là avec le maire de Nantes, avec un bouquet de roses rouges comme ça. On m'emmène à l'hôpital de Nantes. Et là, c'est tout un processus encore. Ma tête de cochon, on ne m'a pas avantagé. Mais bon, mais j'ai pas de regrets. Moi, si vous voulez, j'avais été élevée dans cet esprit de toujours me défendre, d'être toujours sur mes gardes. Depuis tout petite, j'étais élevée comme ça. À l'école, moi, je me souviens quand il y avait des jeunes à l'école, c'était toujours moi qui... Bon, donc, ça a continué tout le temps. Et alors, quand je suis arrivée, quand je suis rentrée à l'hôpital, évidemment, avec tous les honneurs, les mecs en blouse blanche, les bonnes sœurs avec leurs cornettes, je suis visitée par plein de médecins, plein de jeunes carabins, là. La première fois, ils étaient au moins 12. Je pense que j'étais un cas. Déporté, jeune, fallait que tout le monde me voie. C'était l'attraction du jour. Alors, et moi je disais pas grand chose parce que j'avais beaucoup de fièvre et j'étais pas bien là, quoi. Je me sentais pas bien. J'avais qu'une envie dans ma tête, c'était de prendre la porte et puis de rentrer chez moi. Je voulais rentrer chez moi. C'était ça dans ma tête. J'étais partie, tu vois. Fallait que je rentre avec mon père et ma mère. C'était comme ça. Et par bonheur, il y a un médecin qui vient un matin, oh, je le reverrai toujours, il s'appelait Guy Méran. Je me rappellerai tout le temps de lui. Et il était membre de la Résistance. Donc il était venu me voir parce qu'il était membre de la Résistance. C'était pas son travail, mais il était venu voir par amitié. Et puis il me dit, je connais bien ton père et tout ça. Bon, ben, c'est bien. Il me dit, qu'est-ce qu'on t'a dit? Ben, j'ai dit, c'est au pied du lit, regarde, je vais être opéré.
Alors, il se relève et puis il me dit non, ils vont pas t'opérer. Tu as 20 ans, tu n'as jamais été malade, c'est un accident de privation et de travail, donc il ne faut pas qu'on t'opère parce qu'une fois qu'on t'a opéré, ça ne revient pas. Et moi, qui connaissais strictement rien à la médecine, je me suis dit, il faut que je l'écoute, tu vois. Et puis dans ma tête, la nuit, tu vois, je me suis dit, ils vont m'emmener, je suis tellement faible que je ne vais pas pouvoir. Mon papa est venu le lendemain midi, j'avais préparé mon petit paquet, je suis sortie avec mon papa de l'hôpital, personne ne m'a vu. Je suis sortie cachée derrière mon papa. Avant la libération, la population ne savait pratiquement rien sur les camps. Quelques images seulement ont pu être diffusées. Saint-Nazaire se trouve très loin géographiquement des camps d'extermination et de concentration. Les gens ne savent pas ce qu'il s'y passe, bien qu'ils ont la connaissance que des personnes sont arrêtées, rassemblées et déportées. Ce n'est qu'au retour des déportés que la population est heurtée à la vérité. Voir ces images des camps par le biais des médias, ou encore voir ces êtres squelettiques sortir des convois à la gare, fut vécu comme un réel choc pour les populations. Ils préfèrent alors s'en désintéresser et ne pas écouter les récits des déportés, même au sein d'une même famille. Mes parents m'ont écouté, mais pas tellement. On n'a pas été écoutés. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. En général, j'ai eu même des membres de ma famille qui ne sont même pas venus me voir. Ils ont habité à 200 ou 300 mètres. Alors, vous voyez, on a essayé de parler, il faut être honnête. On a essayé de parler, mais ça n'a jamais marché. Je peux dire que je n'ai pas été écouté. On ne m'a pas demandé comment ça s'était passé. Non, ignoré. Je peux dire, moi, ignoré. Hein. Moi, j'admets, il y a un problème qu'il faut voir en face. Tout le monde a souffert pendant la guerre. Les civils, comme nous, qui étions déportés, ou les prisonniers de guerre, tout le monde a souffert. Et ce qu'il y a, même les prisonniers de guerre ne regardaient pas tellement. Pour moi, je parle de moi. Dans le milieu où on a été libérés à Vistock, on a demandé à des gars, ils avaient des voitures, on leur a demandé qu'ils nous transportent. Ils n'étaient pas d'accord, alors on est partis à pied. Après leur retour, les déportés ont peu témoigné, mais se sont souvent regroupés dans des associations pour parler entre eux de leur vécu dans les camps, de leur retour à la vie, ou encore de la façon dont ils se reconstruisent. À Saint-Nazaire notamment, il existait l'Amicale de Ravensbrück ou encore la FNDIRP. Je fais partie de la FNDIRP, c'était normal qu'on appartienne à une association. On avait quand même beaucoup de choses à défendre. Déjà, on essayait d'avoir quelque chose, si on pouvait avoir quelque chose. On a passé donc des visites avec des, comment dire, des experts, donc c'est comme ça qu'il faut dire, il me semble. Et puis, ils nous donnaient, qu'est-ce que j'ai dû avoir, 20 degrés on arrive, je crois pas que c'est ça qu'ils m'ont demandé. Après, par la suite, ça montait parce qu'il y a eu d'autres problèmes qui sont pourcentage de validité. Ça a été long parce qu'on allait à Paris aussi passer des fois des visites au siège de la FNDIRP. Il y avait des gens qui étaient qualifiés quand même, qui étaient là. Et puis là, ils essayaient de nous diriger pour... Après, parce qu'eux admettaient qu'on avait telle capacité. Ils jugeaient qu'on avait telle capacité. Alors ils faisaient un papier qu'on présentait aux anciens combattants à Nantes. Ouais, à Nantes, quand ils avaient ça, il fallait qu'on passe devant, comme je vous ai dit tout à l'heure, un expert. Voilà. L'expert, en général, la plupart du temps, ils n'étaient pas d'accord avec nous. Alors ils ne nous donnaient pas ce qu'ils voulaient et ce qu'on voulait. Ici, je parle de la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique a été très dure avec nous. Très dure, c'était normal.
Écoutez, rendez-vous compte, on était quand même beaucoup de déportés, on appelait ça les déportés politiques. On était tous des politiques. C'était donc automatiquement, c'était vrai, puisque notre action a été politique, hein, il faut l'admettre. Mais ce qu'il y a, après, il y a eu tout un problème, c'est qu'ils ont dit, les politiques, mais il fallait qu'on passe résistant. Pour être reconnu résistant, c'était un drôle de problème. Ah ouais. C'était les anciens, enfin, c'était le gouvernement, le ministre, autrement dit, enfin, le cabinet du ministre, qui décidait si on était apte à être politique ou déporté résistant. Alors, moi, c'est grâce à Jules Busson qui m'a aidé, parce que j'étais que politique. Alors lui, il avait réussi il avait été aussi reconnu comme résistant. Moi, alors que j'étais son responsable. Mais c'était comme ça. Hein. C'est grâce à lui, avec le député qu'il y avait à cette époque-là. C'est lui qui a. Alors, on est allé le voir, puis on a expliqué mon corps, tout. Alors, lui, il a pris des notes, et puis il a été aux anciens combattants là-bas à Paris, et puis il s'est arrangé finalement, j'étais reconnu résistant. Heureusement pour moi, parce qu'il y avait une certaine différence. On avait des réunions prévues, aussi bien pour se déplacer à Nantes, parce que c'était à Nantes, les grandes réunions étaient à Nantes. Donc on allait à Nantes, puis à Nantes, et ben, on était, j'en sais rien, 200 au moins, certainement, peut-être plus, je ne sais pas. Alors il y avait des réunions, des fois, il y a des fois que ça a été houleux, parce que tout le monde n'était pas d'accord. Ça, il y avait ça, mais autrement, ça se passait en général assez bien. Disons qu'il y avait toutes les décisions de l'association qui défendait son point de vue par rapport au ministère. Et puis tout ce qui était retiré du ministère, la reconnaissance, etc. J'étais président de l'amicale à Nantes, et puis j'étais membre du bureau national de l'amicale de Ravensbrück pendant 10 ans, quoi. Oui. Parmi les déportés qui reviennent, certains ne veulent pas ou ne peuvent pas revenir sur Saint-Nazaire. La ville est détruite à 80%, et la plupart des bâtiments sont en ruine. D'autres encore ont vu leur maison ou leur appartement vide, les meubles ayant été réquisitionnés par les Allemands après leur arrestation. Par exemple, cette femme envoie une lettre à la mairie en leur déclarant que plus aucun de ces objets ne s'y trouve. Victor Perraya, déporté avec ses parents à l'âge de 9 ans, ne revient pas dans la région et reste à Paris. Son père étant mort à Auschwitz. Des milliers de déportés ne sont jamais revenus de déportation, laissant derrière eux une famille et des proches sans nouvelles. Après la libération, la mairie de Saint-Nazaire reçut des centaines de lettres de ces familles, cherchant désespérément des informations sur ces disparus. C'est notamment le cas de ce frère de déporté politique qui envoie cette lettre suite à l'annonce parue dans la presse locale de la part de la mairie. Il explique la situation de son frère, déporté politique, et le fait qu'il n'a pas eu de nouvelles depuis une carte du camp de Mauthausen. La mairie fait l'effort de répondre à beaucoup de lettres en leur promettant de faire les recherches nécessaires. D'autres familles encore ont été complètement décimées, comme c'est le cas pour la famille Lévy. Un proche demande alors une enquête sur leur arrestation et déportation à Auschwitz. À cette époque, les déportés de persécution, comme pour cette famille juive, ne sont pas reconnus par ce terme, mais par celui de déportés politiques. Lors des enquêtes menées, pour éviter les falsificateurs, la mairie met en place une vérité officielle pour chacun des disparus, qui permettra aux proches de faire reconnaître leur parcours et leurs souffrances. Ma pauvre-fille, ça a duré des années et des années. Et il ne faut pas dire que je fais des cauchemars maintenant, mais enfin, il y a des fois des rapports à cette période.
Mais c'est pas des cauchemars, hein, attention, c'est pas pareil. Parce que les cauchemars, je suis arrivé à faire des cauchemars à 2 h du matin, je me réveillais en sueur, trempé. Bon, puis j'étais égaré, ça c'est net. Bon, ben, je me rendormais, mais 2 heures après, le cauchemar il revenait. Alors qu'on a dit, soi-disant, d'après les docteurs, un cauchemar ne se répète pas. Moi, je peux dire que j'ai vécu les 2 fois la même chose. Et quand je partais au travail le matin à 7 h, j'étais frais comme un gardon. Vous pouvez être sûr. J'allais au chantier, je pleurais comme un gamin. Ah oui, c'est difficile à vous expliquer tout ça, mais je ne peux pas dire que quand je suis arrivé au chantier, on m'a mis sur un tour parce que j'étais tourneur. On m'a pas pressé de travailler, si vous voulez par là. On m'a laissé un peu de liberté quand même. Et ben, tout le monde voyait bien que j'étais quand même pas dans mon assiette. Hein, bon, ben, mais ça m'est arrivé des fois de pleurer là, tout d'un coup ça a éclaté. Alors ben, je me cachais, c'est tout. Le plus possible. Et puis ça m'arrive encore de pleurer. Vous inquiétez pas. Hein. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que tout le temps, enfin depuis tout, peut-être pas tout le temps, parce que j'ai eu quand même des périodes, comme vous dites, de cauchemars qui ont duré plus de 15 ans, facilement plus de 15 ans. Et j'étais fatigué, très fatigué. Ce qui n'était pas tellement non plus compris par les autres, parce que là aussi, je crois qu'on n'a pas fait le rapport au point de vue médical de l'état dont on est revenu. Et on a mis du temps à récupérer, il fallait de la nourriture. Ça, c'est en fait, il fallait de la nourriture. Après la guerre, il n'y en avait pas beaucoup non plus. J'étais 1 an malade, enfin j'étais 1 an sans travailler. Au retour, j'ai fait une pleurésie, déjà. Bon, bah, ça m'a fatigué. J'ai monté à 40 degrés et demi. Bon, bah, alors donc je suis revenu à Saint-Nazaire, bah, c'est en 56. J'ai repris à travailler. Attendez, bah, après que en 46, mais ça doit être vers fin d'avril, mai. Donc, au bout de 2 mois, ben, je suis sortie, j'ai retrouvé mes copains, mes copines, forcément, toutes mes copines d'école en particulier. Je suis sortie, j'ai milité de nouveau, évidemment. Je suis rentrée à l'UGRF, j'en ai été secrétaire adjointe. Et puis, j'ai milité au parti aussi, forcément. Mon père m'emmenait. Et puis, j'ai repris une vie normale et puis j'ai repris à travailler. Mais ça a été très compliqué parce que j'ai passé, du fait que j'avais été déportée, j'avais droit à passer tous les concours administratifs. La Sécurité sociale, l'Assemblée nationale, Air France, la SNCF. Je crois qu'il y en avait 6 ou 7 sur la liste qui m'avaient fait. Et j'ai passé le concours de la SNCF, j'ai été reçue, j'ai été nommée à Paris. Forcément. J'ai été nommée à la gare Saint-Lazare, puis après je suis partie dans les services centraux de la SNCF. Vous étiez secrétaire? Secrétaire. D'accord. Secrétaire, oui, oui. J'ai appris à travailler sur les roules classes, qu'on appelait à l'époque, c'est-à-dire les machines. Donc, et j'étais délégué syndical. Donc j'avais des avantages. Je pouvais me balader un petit peu comme je voulais. Parce qu'à l'époque, c'était relativement bien. Je l'ai eu un jour, il n'y a pas longtemps que j'étais marié, mais je lui ai dit qu'il faudrait que j'essaye d'écrire pour voir. Alors j'ai essayé d'écrire, mais c'était pas facile, hein, non plus. Bon, bah, j'ai écrit à peu près 25 à 30 pages que j'ai écrites, qui étaient plus ou moins, comment dirais-je, le début de mon livre. Mais c'était pas ça, parce que je m'en suis servi un petit peu, et ça n'a pas servi après. J'ai mis du temps, pour vous c'est rien, mais moi j'ai mis presque 1 an à le faire, mon écrit. Il faut que les jeunes sachent
que ça existait, que ça, c'est des choses vraies. Et que comment dire, les peuples qui ne connaissent pas ce genre de choses, ou qui ont connu depuis, parce que malheureusement, il y en a qui ont connu, sachent que ça, c'est vrai. C'est pas des mensonges. Ça a été vécu. C'est pas un livre, c'est pas un journal. C'est la voix de quelqu'un qui est passé. Et ça, pour moi, c'est important. Je sentais pas le besoin de raconter. C'est depuis 15 ans que il faut qu'on raconte, quoi. Et ça c'est en militant dans les amicales de Caen, en militant dans tout ce que j'ai milité beaucoup, que je me suis rendu compte qu'avec tous les autres, il fallait faire quelque chose, quoi. Que la jeunesse allait passer sur quelque chose d'incroyable, qu'on n'allait plus en parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et ça a été ça qui a été notre leitmotiv, quoi. Fallait qu'on dise, fallait qu'on explique aux jeunes, pour que ça ne se renouvelle pas. Lors de leur retour, les déportés ont dû faire face à beaucoup de difficultés, les familles également. Mais aujourd'hui, grâce à leurs témoignages, le devoir de mémoire peut être perpétué. Ce dernier n'est pas fini. En effet, Louis Gravouille a été promu chevalier de la Légion d'honneur le 7 février dernier à la mairie de Saint-Nazaire. C'est un signe. Permettez-moi de l'offrir en pensée et solidarité à tous mes frères déportés, car ils ont tous donné leur vie pour la liberté et pour la France. Et beaucoup sont morts épuisés dans leur démarche sans fin qu'était la route de la mort. Le devoir de mémoire est indispensable pour chacun d'entre nous, pour ne pas oublier ce qui s'est passé et pour ne pas que ces horreurs recommencent.